Nous sommes ravis que vous nous rejoignez pour cette formation aujourd'hui et pour cette cours. Un peu d'informations pour le cours. Pour cette cours. Ce cours est une collaboration entre Palchase et APCA, l'Association africaine pour les soins palliatifs. Et je mettrai le site web de Palchase dans le chat si vous souhaitez en savoir plus sur ce réseau qui promeut l'éducation en soins palliatifs pour les agents de santé en situation humanitaire. Comme j'ai déjà dit, si vous pouvez vous présenter au groupe dans le chat, mettez votre nom, votre lieu de travail et votre organisation et aussi votre rôle. Et, euh, euh, et pendant que vous faites ça, nous allons faire les introductions à la faculté de cette cours. Je commence. Moi, je suis Catherine Richardson. Je suis une spécialiste en soins palliatifs de Royaume-Uni. Je travaille chez Médecins sans frontières. Je suis le référent pour les soins palliatifs. Et nous avons aujourd'hui aussi Evan et Esther qui sont aussi le coordinateur pour cette cours. Et Evan, elle ne parle pas français moins que moi, je veux dire. Et Evan, elle est une infirmière, elle est basée au Kenya. Elle est une infirmière spécialiste en soins palliatifs et elle est une partie de l'équipe, le comité exécutif pour Palchase aussi. Do you want to say hello, Evan? Yes, bonjour everyone. It's nice to see you online. Sorry, I don't speak French very well, but it's really nice to meet you all. And if you text me, I'll use my translation app and can understand. So nice to meet you. Welcome. Merci, Evan. Et Esther, si tu peux te présenter aussi? Maybe she's gone already. OK. Peut-être aujourd'hui, il n'y a pas Esther encore. Elle était ici pour 2 minutes, seulement 2 minutes. Et Esther aussi, elle est infirmière spécialiste en soins palliatifs. Elle a fait beaucoup de travail au Sénégal. Elle est ici pour la prochaine séance de la cour. Et Benetta, est-ce que tu peux te présenter au groupe, s'il vous plaît? I think you have to unmute. Le microphone est coupé. Allô? C'est bon? Bonjour, je suis Binta, je suis infirmière à Thiès, au Sénégal. Et oui, c'est un grand plaisir d'être là pour ce cours ensemble. Merci. Merci, Benetta. Et Dr. Aminata, est-ce que tu peux te présenter aussi? Bonjour à tout le monde, c'est Dr. Aminata, je suis médecin généraliste. Je suis formée aussi aux soins palliatifs par Hospice Ouganda et Mercyship ici au Sénégal. Je suis la responsable aussi de la sous-commission formation de l'ASOPA, l'Association sénégalaise des soins palliatifs et d'accompagnement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Dr. D'Souza, si tu peux te présenter aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour, vous me recevez? Oui. Bonjour tout le monde, je suis Dr. D'Souza, je suis responsable de Smart Twin au Sénégal. Et j'ai suivi déjà la formation de soins palliatifs la fois dernière en ligne. Et voilà, je suis là encore aujourd'hui avec vous. Merci. Merci, Dr. D'Souza.
Et je pense que nous n'avons pas les autres facultés pour aujourd'hui. Evan, I don't think we have other faculty on the call today. Je ne veux pas quelqu'un d'autre. One more Diallo. He just joined. Ah, OK. Il y en a qui ont signalé qu'ils ont du mal à se connecter. OK. Peut-être c'est une bonne idée si vous pouvez couper le vidéo parce que peut-être c'est un problème. Si vous avez un problème avec la connexion, peut-être c'est mieux sans vidéo. Si vous voulez, c'est... Sorry, Evan, I didn't... Dr. Dalia, is that... Yeah, he's a nurse, Diallo, also based in Senegal. He can introduce himself. Diallo, si tu peux te présenter au groupe. No, so maybe do it after in the chat. OK, nous pouvons faire plus tard. Bon, et maintenant, je donne la parole à Benetta. Elle veut expliquer le projet ECHO et comment ça marche. Merci beaucoup, Benetta. Merci à vous. Je vais partager mon écran. OK. J'y vais avec votre partage alors. Comme je l'avais dit, je suis Binta, je suis sénégalaise, je suis infirmière et je travaille à l'école de santé appelée Institut international de santé intégrale et je suis membre de l'association des agents de santé chrétiens au Sénégal et oui, je suis là pour les soins palliatifs. OK, donc avec ECHO, on a différents membres dans la faculté. Nous avons le docteur Catherine Richardson. Excusez-moi si je prononce mal les noms. Nous avons Erin Das, Esther Betty, docteur Aminata Sissé, moi-même, docteur Megan Doherty, Marie-Claire Mouawej, Fernanda Mota, Marie-Claire Mouawej, Sylvie Div, Dr. Robin Williams, Dr. Marie Aubin, Dr. Isida Souza et Dr. Camille Desforges. Nous aurons cette formation 6 sessions de 3 mois, 2 fois par mois, le vendredi à 15 h, heure de l'Afrique de l'Est, 12 h à Dakar, au Sénégal. En classe, il y aura une session d'enseignement et ensuite une présentation de cas cliniques. Et après la session d'enseignement et après le cas clinique, on peut toujours poser des questions. Et si soit on les pose en levant la main, ou bien on peut les écrire directement dans le chat. Oui. OK, donc le projet ECHO, c'est un modèle d'apprentissage tout au long de la vie. Il révolutionne la formation médicale et il augmente de façon très exponentielle la capacité des prestataires médicaux. Il aide à fournir des soins spécialisés suivant les meilleures pratiques. Le projet ECHO aide à réduire les disparités en matière de santé grâce à ces réseaux de partage de connaissances sous forme de facultés, centres spécialisés, etc. Donc, on a beaucoup de patients qui ont besoin d'avoir accès à des soins spécialisés avec toutes les pathologies que nous connaissons. Nous savons très bien que nous n'avons pas assez de spécialistes pour soigner tout le monde, surtout dans nos zones.
Et ECHO nous aide à former les cliniciens en soins primaires pour fournir des services de soins spécialisés. Les patients reçoivent les bons soins à la fin et au bon endroit autant qu'il faut. Merci. Alors, le modèle ECHO se fait sur 4 piliers. D'abord, nous avons l'empiliation avec l'utilisation de diverses ressources pour tirer le maximum de profit. Nous avons aussi le partage des... Il y a certains mots qui ont sauté. Et c'est le partage des connaissances pour réduire la variation des processus de soins. On a aussi l'apprentissage basé sur les études de cas et des bases de données que nous partageons pour avoir de vraies sources pour la recherche. Oui. Alors, toujours pour expliquer le modèle ECHO, nous avons une équipe d'experts qui partagent avec des rayons d'agents de santé qui, à leur tour, vont aussi partager avec les agents de santé communautaires, les collègues que nous sommes. Et à la fin, ce sont les patients qui vont bénéficier des soins dont ils ont besoin. Oui. Alors, avec ECHO, nous avons quand même une grande différence avec le modèle de télémédecine, parce que nous savons que dans la télémédecine classique, c'est un clinicien quelque part qui consulte un patient qu'il ne voit pas et souvent qu'il ne comprend pas assez ce dont le patient se plaint, alors qu'avec ECHO, nous avons une équipe d'experts, comme on l'a dit tout à l'heure, qui forme des apprenants, et ces apprenants à la fin peuvent impacter soit leurs collègues, et ces collègues-là pourront donner les soins de santé dont les patients auront besoin ou partager les connaissances avec d'autres groupes de collègues. Et le circuit d'apprentissage se fait par un environnement d'apprentissage interactif. La co-gestion des cas, nous sommes des groupes qui gérons souvent le même cas. L'apprentissage par la pratique. On apprend aussi de la didactique. On apprend les uns des autres. Et la dernière rubrique, je n'ai pas vu, c'est quoi? Je pense que c'est la rubrique relative aux données pour la résolution des problèmes. Oui. Alors, les avantages avec le modèle ECHO, c'est l'égalité, l'équité, mais surtout, il y a la barre en bas qui m'empêche de bien lire. L'inclusion. Je pense que c'était plus ça. Oui. C'est un modèle inclusif dans la santé parce que tout le monde peut finalement avoir accès aux connaissances et être au même point pour les soins. Donc, ECHO a une plateforme et c'est à partir de cette plateforme que beaucoup d'entre nous, on a pu faire cette inscription aujourd'hui. C'est un site web qui nous permet non seulement de faire les cours, de marquer notre présence, mais aussi nous pouvons trouver des ressources, nous pouvons avoir des groupes de discussion sur cette plateforme, nous pouvons retrouver les cours et nous pouvons aussi partager autour des cas. Alors, avec le modèle ECHO, nous avons aussi la possibilité de collaborer avec d'autres groupes d'experts, de participer à des sessions de formation, d'enseignement
de discussion autour de cas. ECHO est aussi en relation, en partenariat avec Paltiez, qui est un réseau de professionnels qui se consacre à la défense des besoins en matière de soins palliatifs et de fin de vie des personnes touchées par des catastrophes humanitaires et des incidents impliquant un grand nombre de victimes. Nous sommes aussi en partenariat avec l'Association africaine de soins palliatifs qui nous permet de travailler autour de 3 points, qui est l'information qui permet d'accroître la connaissance et la prise de conscience des soins palliatifs parmi toutes les parties prenantes, l'intégration qui renforce les systèmes de santé en intégrant les soins palliatifs à tous les niveaux et les données probantes pour construire une base de données solide pour les soins palliatifs en Afrique. Alors, avec ECHO, tous enseignent et tous apprennent. On crée une communauté de pratiques solidaires où les leçons peuvent être partagées, les questions sont encouragées et les discussions au cours des cas sont la base essentielle du modèle ECHO. Nous avons les sessions comme celles que nous sommes en train de tenir maintenant. Alors, chaque jour, la session va se dérouler pratiquement de la même manière. De 12h à 12h05, on se souhaite la bienvenue. À partir de 12h05, c'est le résumé de l'enseignement donné par un professeur expert sur un sujet bien donné, bien déterminé. De 12h35 à 12h50, les discussions sont ouvertes et tout le monde peut y participer. De 12h50 à 13h10, c'est la présentation de cas donnée par un présentateur de la faculté. De 13h10 à 13h25, les questions sont encore encouragées et tout le monde peut poser ses questions, soit oralement s'il est invité à le faire ou bien écrire dans le chat. On peut toujours voir les questions. Alors, de 13h25 à 13h30, nous aurons les résumés et annonces qui seront faits par un membre du corps de la faculté. Donc, nous pouvons rejoindre les sessions d'enseignement par Zoom. Dans ce cas, il faut garder la vidéo allumée, se mettre en mode sourdine, c'est-à-dire fermer son micro pour éviter les bruits de fond. Il faut s'identifier correctement, écrire dans le chat son nom. Et souvent, quand on utilise les portables ou bien, en tout cas les portables, ça n'affiche pas notre nom. Le nom s'affiche comme iPad ou bien Samsung Galaxy. Il faut prendre la peine de renommer afin qu'on puisse avoir votre nom exactement. Et l'animateur vous appellera si vous pouvez poser la question oralement. Et dans ce cas, il faudra ouvrir le micro pour pouvoir parler à tous. Merci. Aussi sur Google Drive, les supports seront partagés et les slides comme les vidéos, on peut les retrouver dans Google Drive ou bien, oui, ou bien sur YouTube. Donc, toutes les sessions que nous allons avoir, les vidéos, on peut aussi les retrouver sur la playlist ECHO sur YouTube. Oui. Il y a aussi le groupe WhatsApp que la plupart d'entre nous avons déjà rejoint, qui nous permet de rester connectés durant le cours, de recevoir des informations, mais aussi qui doit être une plateforme après pour nous permettre de partager, discuter autour des cas, des défis et tout ce que nous pouvons
réalisés dans le domaine des soins palliatifs. On va aussi mettre à notre disposition les documents qui seront affichés souvent dans le groupe ou envoyés par courriel avec l'email que vous voyez s'afficher. Si vous avez des difficultés aussi pour accéder à tous ces documents, vous pouvez envoyer un mot via cette adresse email. Oui. Je vous remercie de votre aimable attention et nous sommes à votre disposition pour quelques minutes de questions. Merci beaucoup. Merci, Benetta. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je suis là. OK, oui. Samuel? Merci beaucoup, Catherine. Et moi, ma question, c'est comment, avec la présentation, comment les données sont récoltées? Et les données sur les soins palliatifs. Parce que vous avez dit que le projet ECHO permet même à un partage des données. Et ces données, comment elles sont récoltées? Par exemple, moi, je suis au Mali. Quelqu'un qui est au Mali, est-ce que vous avez peut-être un organisme au Mali qui organise souvent des enquêtes et peut-être dans nos différents centres de santé ou celui qui se trouve dans l'autre bout de l'Afrique aussi, comment vous faites pour vraiment constituer ces bases de données? Est-ce que c'est à la base des enquêtes dans les différents pays, dans les différentes structures de santé pour former cette base? Merci, cette base de données. Merci. Benetta, est-ce que tu veux répondre à cette question? Oui, je vais essayer d'apporter ce que je connais un peu du sujet. Alors, merci beaucoup pour la question. Alors, ce qui est intéressant avec ECHO, c'est que ça nous permet de nous connecter en tant que prestataires, en tant que tous ceux qui interviennent autour des soins palliatifs. Donc, souvent, on peut se sentir seul, on peut ne pas savoir où trouver les outils, les ressources. Et donc, avec ECHO, finalement, nous allons nous permettre de nous retrouver et on va aussi vous montrer toutes les voies qu'il faut pour accéder à ces données dont vous parlez. Souvent, ça existe dans le pays et qu'on ne s'en rend pas compte. Mais à la fin, nous allons vous mettre sur la voie pour trouver toutes ces ressources. Merci. Merci, Benetta. Bienvenue, Samuel. C'est bien que vous avez reconnecté de Mali aujourd'hui. C'est bien. OK. S'il n'y a pas d'autres questions, nous pouvons continuer avec la présentation pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, mettez dans le chat. Nous pouvons répondre à la question pendant la session aujourd'hui. Si vous avez une question, vous voulez parler, levez la main et vous pouvez poser les questions aussi comme ça. Bon, maintenant, je donne la parole à Dr. Aminata. Elle est médecin, formatrice des formateurs en soins palliatifs. Elle est responsable de la sous-commission formation de l'Association sénégalaise des soins palliatifs. Merci beaucoup, Dr. Aminata. Bonjour à tout le monde. Bonjour à Binta et merci beaucoup. Moi, ce que j'ai le plus retenu de votre présentation, c'est cette phrase « Tous enseignent et tous apprennent ». Donc, c'est un lieu où tout le monde enseigne, tout le monde apprend en même temps. D'autant plus que j'ai vu les différents profils, c'est variable. On a des médecins, on a des infirmiers, mais aussi on a des missionnaires, on a des pasteurs. Donc, c'est variable. Tout le monde va apprendre de tout le monde. Aujourd'hui, on me demande d'introduire un peu sur les soins palliatifs. Je vais
Je vais partager mon écran. C'est bon? C'est bon? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voyez? Pas encore, docteur Aminata. Binta, vous voyez l'écran? Pas encore. Pas encore. Oui, et j'ai l'impression qu'il doit avoir un petit souci de connexion. Ça va venir ainsi. On reste un peu patiente. Docteur Aminata, est-ce que tu veux que je partage le diapositive avec tous? Attendez, je vais voir. Vous ne voyez pas l'écran du tout? Non, non. Je peux partager si tu veux. Donc, je vais vous envoyer la présentation. Je crois que Ici. j'ai déjà la présentation. On l'avait modifié, donc vous ne devez OK. pas. Voilà, j'ai envoyé ça à Erin. OK. Evan, Dr. Erin, est-ce Aminata, que vous l'avez? Dr. Aminata has changed the slides, Evan. So she's going to send you a new version. Tu peux envoyer aussi à moi, Dr. Aminata, et je peux partager aussi. D'accord, je vous l'envoie, Catherine. Merci. She just sent me or she will? She's sending to me now, Evan. I think she's modified the slides. Dr. Aminata, peut-être j'ai une présentation. Si tu veux voir si c'est bon, parce que je crois que c'est Catherine, je voulais envoyer. OK. Pas de souci. Je voulais envoyer par WhatsApp. Est-ce que vous l'avez? OK. Vous l'avez reçu? Un moment, parce que je dois ouvrir le WhatsApp sur mon ordinateur. Un moment. Erin n'a pas ouvert non plus. Erin là. Oh, je ne sais pas. Je vais essayer de repartager. Est-ce que Erin a fait... J'ai reçu le diapositive. Un moment pour préparer. Un moment. J'avais préféré avoir le diapo pour passer sur certaines choses. Vous l'avez? Oui, oui, oui. Non. Catherine, I can also share my screen until 4 o'clock if you want. I think I have it. Oh, yeah. Oui, il faudra passer assez vite, Catherine. Oui, oui. D'accord, merci beaucoup. Excusez-nous, ce sont les aléas de l'informatique. Donc, on va parler de l'introduction aux soins palliatifs dans un contexte humanitaire. Nos objectifs aujourd'hui, ce sera de... Catherine? Tu peux voir le diapositive ou... Oui. Oui. C'est à vous de défiler. Oui, bon? objectif. Oui, objectif. Les objectifs d'abord. Excusez-moi, c'est pas bon.
Un moment. Est-ce que Erin peut me présenter comme co-hôte? Ça me permettra de partager mon écran. Je pense que ça passera plus vite. Looks good, Catherine. C'est bon. Mhm. Voilà. Nos objectifs aujourd'hui, c'est de définir d'abord les soins palliatifs dans un contexte humanitaire, d'identifier l'objectif des soins palliatifs, d'expliquer un modèle de soins palliatifs, de comprendre comment les patients meurent à travers les trajectoires de la mort, d'identifier la situation actuelle des soins palliatifs dans les pays francophones. Qu'est-ce que les soins palliatifs? Selon la définition de l'OMS de 2002, les soins palliatifs sont une approche qui améliore la qualité de vie des patients et de leurs familles confrontés à des problèmes liés à une maladie potentiellement mortelle. Oui, Catherine. Par la prévention et le soulagement de la souffrance au moyen d'une identification précoce et d'une évaluation et d'un traitement impeccable de la douleur physique et d'autres problèmes qui peuvent être psychiques, spirituels ou bien religieux. Allez-y, Catherine. Encore. Encore. Donc, ce sont... Vous revenez. Catherine, avant le diapo d'avant, s'il vous plaît. Avant, vous avez sauté 2 diapos. Vous remontez, Catherine, s'il vous plaît. Oui, j'ai montré, mais je ne sais pas si tu peux voir mon écran. Nous avons la photo. Voilà, Qu'est-ce que maintenant, le soin palliatif? C'est bon? Oui, c'est bon, la suivante. Voilà, la suivante maintenant. La suivante. Il y a la photo? Oui, là, après, voilà. Ce sont Okay. des soins actifs délivrés par une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. L'objectif des soins palliatifs est de soulager les douleurs physiques et les autres symptômes, mais aussi de prendre en compte la souffrance psychique, sociale et spirituelle. Donc, on peut retenir que, oui, c'est bon, qu'il s'adresse aux malades en tant que personne, à sa famille, à ses proches, et ça peut se faire à domicile, dans les établissements de santé, dans les structures médico-sociales. Le malade est vu comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Donc, on peut dire que jusqu'à présent, que pour parler des soins palliatifs, on va comprendre que c'est la qualité de vie qui est mise en avant. On va s'occuper du patient et de sa famille et on doit s'en occuper à la maison, à domicile. Et vous allez vous rendre compte que la plupart de vos patients sont à domicile, dans les établissements de santé aussi, parfois aussi dans certaines structures comme les EHPAD et autres. On a les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. D'ailleurs, d'habitude, quand vous parlez de soins palliatifs, on vous parle d'accompagnement. C'est comprendre et assumer. Accompagner en soins palliatifs, c'est comprendre et assumer une relation élaborée dans une continuité au service de la personne, dans ses droits, ses attentes, ses besoins et ses choix. On aime à dire que quand on accompagne quelqu'un, on n'est pas avant, on ne se place pas devant, on ne se place pas derrière, mais on se place à côté de lui et on est à l'écoute de ses besoins. D'où une évaluation d'abord avant d'accompagner un patient. La suivante, s'il vous plaît. La suivante. Parmi les soins palliatifs, il y a aussi les soins palliatifs pédiatriques. En 1998, l'OMS a donné la définition. La prise en charge, c'est une prise en charge active et totale du corps, de l'esprit et de l'âme de l'enfant, qui implique également un soutien à la famille
Vous voyez ici, la famille revient. Ce qui fait la particularité des soins palliatifs, encore une fois, c'est qu'on s'occupe de nos malades, mais on s'occupe aussi de la famille, ce qui fait que la prise en charge va au-delà parfois même du décès du patient. Il commence dès le diagnostic de la maladie et se poursuit indépendamment du fait que l'enfant reçoive ou non un traitement dirigé contre la maladie. Donc, on peut avoir un traitement curatif en même temps que le traitement en soins palliatifs, tout comme on peut ne pas avoir de traitement curatif et continuer dans les soins palliatifs. Diapo suivante. Encore. Là, ça illustre des soins palliatifs pédiatriques. On a parlé de soins palliatifs dans un contexte humanitaire. Il faut retenir que la santé est un droit humain fondamental pour tous. Et selon la Convention de 1951 sur les réfugiés doivent avoir accès à des soins de santé identiques ou similaires à ceux des populations d'accueil. Le droit à la santé est garanti par un grand nombre de traités internationaux et régionaux relatifs aux droits de l'homme, notamment le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Diapo suivant. Les crises humanitaires peuvent entraîner de lourdes pertes en vies humaines. J'ai vu que beaucoup sont dans le milieu de crises humanitaires. Donc, vous comprenez ce qu'on dit là. Et il y a des souffrances physiques, il y a des souffrances psychologiques, sociales et spirituelles. Ici, vous voyez dans les illustrations, là, on a une personne âgée. Au milieu, c'est lors des crises d'Ebola. De l'épidémie d'Ebola. Ici, il y a une prématurie, quelqu'un qui est né prématurément dans les situations de crise. Il existe de nombreuses situations. Les soins curatifs ne sont pas les premiers ou le seul mode de soins de santé humanitaire. Diapo suivant. Les soins palliatifs, comme on le dit, c'est vivre et mourir. Les soins palliatifs et l'accompagnement débutent dès le diagnostic de la maladie. Leur durée peut atteindre des mois, voire des années. Ils n'accélèrent pas la mort, mais améliorent la qualité de vie des patients atteints de maladies graves ou mortelles et de leur famille. On insiste encore sur la qualité de vie. Diapo suivante. Là, c'est un tableau qui récapitule un peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a les soins palliatifs dès le début de la maladie. Ils vont ensemble avec les soins curatifs. Si vous voyez, les soins curatifs sont ici, ils sont beaucoup plus importants, mais plus on avance dans la maladie, on voit le rôle des soins palliatifs et ça évolue bien après même le décès de votre patient. Diapo suivant. C'est pratiquement la même chose ici. Dans le traitement curatif, il y a des chances de guérison au début. Ensuite, l'objectif, c'est de prolonger une vie de qualité avec les soins palliatifs. Mais vers la fin, il n'y a plus peut-être d'espoir de guérison, mais on optimise le confort en fin de vie. Diapo suivante. Donc, selon l'OMS, il recommande toujours de commencer les soins palliatifs lorsqu'il est diagnostiqué qu'un patient est atteint d'une maladie potentiellement mortelle. Diapo suivante. On a observé qu'ils sont plus efficaces lorsqu'ils commencent tôt dans l'évolution de la maladie. Les soins palliatifs précoces réduisent les hospitalisations inutiles et l'utilisation des services de santé. Les soins palliatifs sont un système de soutien visant à aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu'à leur mort. Diapo suivante. Donc, l'objectif, c'est de vivre le temps qu'il nous reste à vivre. Diapo suivante. Maintenant, les soins palliatifs, pourquoi? Déjà, on a remarqué qu'on estime à 40 millions de personnes le besoin en soins palliatifs. Dans ces 40 millions, 78% d'entre elles vivent dans des pays à revenus faibles ou moyens. Donc, la plupart du temps, c'est dans nos pays. Et à l'échelle mondiale, seulement 14% des personnes qui ont besoin de soins palliatifs en bénéficient actuellement. Diapo suivante. Diapo suivante.
Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, le besoin mondial de soins palliatifs continuera de croître en raison du vieillissement des populations et de la charge croissante des maladies non transmissibles et de certaines maladies transmissibles. Nous allons voir certaines maladies qu'on retrouve le plus souvent dans les soins palliatifs. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît. Là, ce sont les champs qui vont être d'application des soins palliatifs. On peut dire que ce sont les présentations qui seront faites dans ces 3 mois à venir. C'est d'abord la gestion de la douleur, la gestion des symptômes, pas seulement des symptômes de détresse, mais d'autres symptômes qui viennent en même temps que la douleur. Vous allez voir nausées, vomissements, démence, tout cela, ce sont des symptômes qui vont venir après, qui vont venir en même temps que la douleur. On va aussi, vous allez voir comment annoncer les mauvaises nouvelles, les problèmes de la communication. Les questions d'éthique, c'est très important dans la prise en charge en soins palliatifs, surtout, d'autant plus que ça change par rapport au pays, à nos contextes sociaux, à nos contextes culturels, à nos contextes religieux. Revenez sur le diapo, s'il vous plaît. Revenez sur le diapo, s'il vous plaît. L'autre. Revenez encore. Voilà, c'est bon, celui de tout à l'heure. Catherine, c'est celui d'avant. Les champs d'action des soins palliatifs. On va aussi planifier au préalable les soins. Donc, il y aura une démarche palliative pour chaque patient. On va se rendre compte que c'est une prise en charge qui est globale et personnifiée. Chaque patient a sa façon d'être prise. Il y a des soins de fin de vie. Les soins de fin de vie font partie des soins palliatifs. Il y a un soutien spirituel, émotionnel. C'est pourquoi vous avez avec vous des acteurs religieux. Il y a un soutien psychosocial. Il y a les soutiens au deuil. Il y a le soin aux soignants parce qu'on est tout le temps confronté à l'aspect négatif de la personne, au deuil, ce qui fait que nous-mêmes, parfois, on a besoin d'être soutenus psychologiquement ou bien même physiquement. Et enfin, il y a la recherche. Ce sont les différents champs qui vont être traités par les différents professionnels d'ici la fin de la formation. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, qui peut fournir les soins palliatifs? On nous dit que tous les prestataires de santé peuvent fournir des soins palliatifs et dans n'importe quel cadre. Donc, quelle que soit votre position dans l'échelle de santé, quelle que soit votre position dans votre structure, vous êtes capable de fournir des soins palliatifs. Tout dépend quels sont les soins que vous êtes habilité à fournir. Donc, tous les prestataires de soins de santé peuvent fournir des soins palliatifs. Diapo suivant. Donc, ce sera les médecins, le personnel infirmier, les agents de soutien, les pharmaciens, le kinésithérapeute. Diapo suivant. L'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychologue, etc., etc. Et en plus de ces acteurs de santé, vous aurez d'autres acteurs, des bénévoles, des religieux, on en a parlé tout à l'heure. Les aidants familiaux aussi font partie de ces acteurs qui peuvent fournir des soins palliatifs. Diapo suivant. Les soins palliatifs doivent reposer sur 4 piliers. D'abord, le respect. L'accompagnement, on en a parlé tout à l'heure, le respect des droits de votre patient, le respect de ses choix, le respect de ses besoins, d'où la nécessité de faire une évaluation avant de faire tout acte. Évaluer d'abord votre patient, quels sont ses besoins, le soulagement, le réconfort. Diapo suivant. Après les piliers, ce sera les principes des soins palliatifs. Les principes des soins palliatifs, d'abord, il faut se dire qu'en soins palliatifs, il faut une approche holistique. Dans nos pratiques de tous les jours, tout ce qu'on a appris dès le début, on prend la personne sur le plan physique. On gère sa maladie, on gère ses douleurs, on gère les différents symptômes.
Mais ici, en soins palliatifs, on nous demande, en plus de gérer l'aspect physique de la personne, de gérer son aspect psychologique, c'est-à-dire ses émotions, l'image qu'il a toujours de soi, l'impact de la maladie sur sa dignité, sur les réactions d'adaptation qu'il a eues une fois qu'il a cette maladie. À part l'aspect psychologique, l'aspect spirituel, comment est-ce qu'il voit sa maladie? Quelles sont ses croyances? Les spiritualités, les rites, les symboles, les religions, les cultes. C'est d'autant plus ancré que, par exemple, dans nos structures, dans nos pays, tels que le Sénégal, le Mali, j'imagine que c'est un peu partout, il y a l'aspect culturel qui joue un grand rôle. Donc, on doit tenir compte aussi de la spiritualité de nos patients. Toujours dans les soins palliatifs, par rapport à l'approche holistique, il y a aussi l'aspect social et culturel, les relations du patient, ses habitudes personnelles, ses loisirs, les rituels, les questions juridiques, le soutien pour les dames naturelles, etc., etc. Toujours dans les principes, diapo suivant, on a parlé de l'approche holistique, mais il faut aussi dire que les soins sont centrés sur le patient. Et il y a une implication et un soutien à la famille. L'accompagnement, on l'a dit tout à l'heure, va même au-delà du décès de votre patient. Donc, ce qui est nouveau par rapport à nos pratiques de tous les jours, c'est plutôt que cette implication de la famille qui est toujours présente, et on doit aussi prendre en considération cette famille. C'est un travail d'équipe et de partenariat. Binta l'a dit tout à l'heure, on doit travailler en équipe. Une seule personne ne peut pas prétendre faire des soins palliatifs. Une seule structure, parfois, ne peut pas prétendre faire des soins palliatifs. Il faut un travail d'équipe, mais aussi il faut des liens de partenariat. Ça nous permettra de prendre beaucoup plus en charge nos patients. Diapo suivante. Il y a aussi les questions d'éthique appropriées. On l'a dit tout à l'heure, et ça, on a des questions propres à chaque communauté, des questions parfois propres à chaque pays. Donc, il faut à chaque fois, on ne peut pas pratiquer les soins palliatifs de la même façon au Canada, par exemple, qu'au Sénégal. Il faut prendre en considération certaines questions d'éthique. La continuité dans les soins, on en a parlé tout à l'heure. Vous allez voir le diapo après. Il y a le soin des soignants, on en a parlé. Il y a les recherches aussi à faire. Diapo suivant. Là, c'est la continuité dans les soins. Donc, on l'a dit, ça va au-delà. C'est d'abord les soins curatifs, plus les soins palliatifs, les soins terminaux, parfois le décès, mais ça va au-delà du décès même dans les périodes de deuil. Diapo suivante. Maintenant, que veulent? Parce que pour pouvoir traiter quelqu'un, il faut d'abord évaluer ses besoins. Qu'est-ce qu'ils veulent? On se rend compte que les personnes atteintes d'une maladie incurable veulent un contrôle de la douleur. Vous allez voir, vous aurez un cours sur la douleur, sur la prise en charge de la douleur, mais aussi d'autres symptômes. On en a parlé tout à l'heure, ce sont les nausées, ce sont les vomissements, les syndromes occlusifs, tout cela, les anémies, tout cela, vous allez l'avoir chez vos patients. Il faut éviter une prolongation inappropriée du processus de mort. Le patient aussi a besoin d'obtenir un sentiment de contrôle, de savoir ce qui lui arrive, d'avoir le droit de dire oui et de dire non. Alléger le fardeau de la famille, parce que parfois les familles sont même beaucoup plus atteintes par la maladie que le patient lui-même. Donc, on a besoin de supporter cette famille, de les aider, de renforcer parfois même des liens familiaux. Donc, de renforcer les relations avec les proches. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante, s'il vous plaît, Catherine. Là, ce sont des prises en charge à domicile. La plupart des photos sont des photos prises en Ouganda. Diapo suivant. Ici aussi, c'est à domicile. On l'a dit tout à l'heure, ça peut se faire à domicile. Et vous allez vous rendre compte, la plupart de vos patients veulent mourir à domicile, mais dans les contextes humanitaires, vous allez voir que tout ceci va être bouleversé. À un moment donné, c'est vous-même qui allez jouer le rôle des familles ou bien reproduire un cercle familial là où vous êtes.
Diapo suivante. Maintenant, les soins, on a dit les soins palliatifs. Pourquoi? Les soins palliatifs par qui? Mais pour qui? On a remarqué que dans les soins palliatifs, on a le plus de patients atteints de maladies cardiovasculaires, 38,5%, 34% des cancers, les maladies respiratoires chroniques, 10,3%, le syndrome d'immunodéficience acquise, 5,7%, les insuffisants rénaux, diapo suivant, les maladies hépatiques, maladies parkinsoniennes. Là, on cite un peu le type de patients qu'on retrouve le plus souvent. Diapo suivante. Donc, comment évoluent nos patients? Soudainement ou sur une longue période, ils peuvent décéder d'une maladie en phase terminale, d'une défaillance d'un organe, de la vieillesse ou de la fragilité Diapo suivante. Là, ce sont les trajectoires théoriques, on dit bien théoriques de la mort. La trajectoire 1, elle est courte, ce sont des périodes de déclin évidents, généralement dues au cancer. Le premier groupe comprend les personnes à haut niveau de fonctionnement qui sont atteintes d'une maladie en phase terminale, comme les patients atteints de cancer. Comme vous voyez au niveau de votre figure, la trajectoire, elle est courte et brutalement, on peut avoir un décès. Ce sont des trajectoires assez courtes. Suivant, et c'est assez prévisible pour le cancer. Diapo suivante. Pour la trajectoire 2, là, c'est plus difficile de faire des pronostics. La limitation à long terme avec des épisodes graves intermittents. Exemple, dans les maladies cardiovasculaires, les maladies chroniques pulmonaires, là, vous allez voir ça aussi. Le malade va avoir des phases de haut, de bas, mais finalement, c'est plus long et c'est plus difficile à faire, à faire des prévisions de la mort. Diapo suivante. La trajectoire 3, la diminution, elle est prolongée avec, comme exemple, la démence, plusieurs systèmes organiques sont touchés. Diapo suivante. Comme on l'a dit tout à l'heure, le cancer a une trajectoire plus prévisible que d'autres. La prédiction pour les maladies non malignes est plus difficile, mais tous peuvent bénéficier de soins palliatifs, c'est-à-dire la gestion des symptômes, un soutien à domicile, des conseils et aides à la préparation d'une éventuelle mort. Donc, dans vos soins, quand vous faites les soins palliatifs, vous devez aussi donner des conseils et aider à la prévention éventuelle de la mort. D'où l'étude tout à l'heure des trajectoires de la théorique de la mort. Diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, on va parler des contraintes à la mise en œuvre des soins palliatifs. On estime que 56,8 millions de personnes ont besoin de soins palliatifs chaque année, dont 31,1 avant la fin de leur vie et 25,7 vers la fin de leur vie. Le fardeau des maladies graves et des souffrances liées à la santé et le besoin correspondant des soins palliatifs sont immenses. Pourtant, les soins palliatifs ne sont pas toujours accessibles pour la plupart des personnes qui en ont besoin, en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Diapo suivante. Diapo suivante, s'il vous plaît. Diapo suivante. Là, ce sera plus clair, ce n'est pas difficile. Donc là, c'est un modèle de soins palliatifs, la gestion de la maladie avec le contrôle de la douleur et des symptômes, et à un moment donné, des séances de réadaptation, la création d'unités de soins palliatifs, de maisons de soins palliatifs, de soins de fin de vie, les soutiens aux survivants, des soins palliatifs, et toujours ça continue après le deuil. Diapo suivante. Là, on va parler des défis de la prestation, toujours des soins palliatifs. On a la disponibilité et l'accessibilité des ressources de santé, y compris des opioïdes. Je ne sais pas chez vous, mais par exemple, au niveau du Sénégal,
même s'il y a la présence de certains opioïdes, certaines morphines, mais la prescription reste difficile et aussi la distribution des morphiniques. Là, parfois, c'est la situation géographique. Par exemple, dans les situations de crise, c'est très difficile de prendre en charge sur les soins, de prendre les personnes en charge dans les zones urbaines et dans les zones rurales aussi. Les soins palliatifs du français le sont généralement dans des conditions sous-optimales en raison d'un manque de formation. Beaucoup de personnes ne sont pas formées en soins palliatifs. Ici au Sénégal, on a peut-être à Dakar et à Thiès, c'est bien, mais dans les autres régions, au moins, c'est beaucoup. Il y en a qui n'ont jamais peut-être entendu parler des soins palliatifs. Diapo suivant. Il y a aussi parmi les défis le personnel formé qui reste peut changer de lieu de travail et se tourner vers d'autres spécialités. On a remarqué, par exemple, dans ceux qui ont été formés en 2019 ici par Messi, beaucoup n'ont pas continué la spécialité des soins palliatifs. Donc, il y en a qui se tournent vers d'autres spécialités plus connues ou bien parfois plus rentables. L'absence d'incitation et de motivation pour les travailleurs de santé aussi. Diapo suivant. En plus, les soins palliatifs sont rarement inclus dans les politiques et systèmes nationaux de santé. Ici, on a eu la chance que c'est inclus récemment et c'est bien inclus dans les systèmes nationaux de santé, même si la mise en place reste à désirer, mais c'est bien inclus dans les systèmes, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays. Il y a aussi les obstacles culturels et sociaux, et ça, ce ne sont pas des moindres. Il y a des idées erronées sur les soins palliatifs. Il y a des idées erronées sur l'utilisation des opioïdes. Par exemple, jusqu'à présent, dans certains contextes, si vous amenez de la morphine, soit on prend ça comme une drogue, soit on prend ça comme un médicament pour en fait amener la mort. Donc, il faut lutter aussi contre les obstacles culturels et sociaux par rapport aux soins palliatifs. Diapo suivant, s'il vous plaît. Diapo suivant. Donc, ce qu'il nous faut, c'est identifier la situation actuelle des soins palliatifs dans les pays francophones. On a vu que selon une étude de 2012, près de 100 pays n'ont pas eu ou très peu de soins palliatifs. La situation est particulièrement grave en Afrique francophone. Par exemple, si vous allez dans certains pays comme Ouganda, dans les zones anglophones, c'est assez avancé. Ils ont créé des DU, c'est enseigné dans les universités et il y a des structures qui sont totalement dédiées aux soins palliatifs, ce qui n'est pas le cas, par exemple, au Sénégal. Donc, la situation est meilleure dans l'Afrique anglophone et c'est un peu grave, par exemple, dans l'Afrique francophone. Diapo suivant. Chaque année, on estime que 912 000 personnes, dont 214 000 enfants, ont besoin de soins palliatifs en Afrique francophone. Il est presque certain que ces chiffres augmenteront de manière significative car le pourcentage de personnes âgées de plus de 65 ans, le segment de la population le plus touché par les maladies chroniques, devrait plus que doubler en Afrique francophone dès 2050. Pourtant, l'étude de 2012 a révélé que 16 des 22 pays d'Afrique francophone ne disposent d'aucun prestataire de soins de santé offrant des soins palliatifs. Diapo suivant. Diapo suivant. Diapo suivant, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, on peut dire que les soins palliatifs reposent sur un ensemble de valeurs et de principes d'humanisme, d'éthique, de déontologie et de conscience professionnelle. Quelle que soit la maladie, quel que soit le stade évolutif, quels que soient les traitements déjà reçus, il y a toujours quelque chose à faire pour améliorer la qualité de vie d'un patient. Merci beaucoup. Je sais que c'est un peu c'est pas évident, Catherine, par rapport à la présentation. Merci à vous aussi. Et j'espère que les autres, surtout ceux qui le vivent, vont renforcer un peu ce qui a été dit. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Dr. Aminata. C'était très clair, c'était très informatif pour nous. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, Wilma, vas-y. Oui, merci pour cette présentation. Et j'avais mis une question dans le chat, mais je voudrais le poser en vrai. Vous avez dit qu'il y a une grande différence entre la prise en charge dans le soin palliatif dans le pays Afrique anglophone versus Afrique francophone. Et je me demandais, c'est quoi selon vous des raisons qui jouent un rôle là-dedans, s'il vous plaît? Merci. Merci beaucoup. Oui, vas-y. Merci. Merci beaucoup. Peut-être le contexte, parce que j'ai vu qu'en Ouganda, c'est l'exemple que j'ai donné. Là-bas, ils ont eu une épidémie, par exemple, par rapport au VIH, ce qui a motivé ce besoin en soins palliatifs. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, pour certains pays comme le Sénégal. Ils n'ont pas eu à vivre certaines situations. Peut-être que ce qui a motivé. Mais par exemple, quand ils ont compris que le cancer maintenant a commencé à prendre de la place, c'est là qu'ils ont intégré beaucoup plus les soins palliatifs dans le système de santé maintenant. Moi, c'est l'explication que je me suis donnée. Parce que j'ai vu que je suis allée en Ouganda, j'ai vu que là-bas, c'est très bien développé. Ils ont des structures totalement dédiées aux soins palliatifs. C'est qu'ici au Sénégal, il y a l'association et de plus en plus, cette association est, par exemple, reconnue et de plus en plus, on leur demande de faire des formations dans les régions et autres. Je me dis que c'était la demande, en fait, qui n'était pas là et avec peut-être certaines maladies non transmissibles, avec le cancer maintenant, ils ont compris que c'était important d'inclure ou bien de mettre en place les soins palliatifs ici au Sénégal. Je pense que ce sont des questions de demande aussi parfois. Ok, ça semble effectivement une bonne raison avec l'épidémie du VIH qui a débuté en Ouganda. Merci beaucoup pour la réponse. Merci, Wilma. Samu. Alors, bonjour à tous et merci à Dr. Cissé pour la qualité de la présentation. Moi, ma question, c'est d'abord, pendant la présentation, elle nous a parlé sur le fait qu'il y a vraiment des idées erronées. Des idées erronées et sur les soins palliatifs. Elle a même pris l'exemple sur peut-être la morphine. Donc moi, je me dis, après qu'elle nous ait dit bien avant d'arriver là-bas que l'approche, elle est holistique, moi, je me demande, face vraiment à une telle idée erronée, quelle approche particulière faudrait-il pour vraiment aider à faire comprendre la personne ou même voir face à un refus catégorique, quelle approche, en tout cas, s'il y en a en particulier, faudrait-il dans ce contexte. Maintenant, ça, c'était ma question. Après ça, je ne saurais pas si et ça va être très, 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 très important ou utile pour William, qui vient de poser la question sur peut-être les difficultés des soins palliatifs vers nos régions. Moi, je voudrais juste peut-être faire une petite précision ou encore apporter une petite expérience, mais ça serait bien évidemment sous la responsabilité totale ou encore sous l'aval du docteur Cissé. Je suis un pharmacien projet où j'exerce au Mali avec une organisation humanitaire. En réalité, les difficultés, elles peuvent être nombreuses, mais là, pour nous, les pharmaciens, il y a un sérieux problème d'approvisionnement, surtout si nous prenons les soins palliatifs pour le soulagement des douleurs, les gens qui vivent avec le cancer. Non seulement les produits sont coûteux pour nous ici en Afrique, mais il n'y a pas, même avec ces coûts, un approvisionnement sûr et efficace mis en place par peut-être
les États, ça c'est un premier aspect. Un second aspect, il y a moins d'organisations humanitaires qui, en tout cas aujourd'hui, acceptent ou encore interviennent dans le domaine. Et ce qui fait que ça devient très compliqué. Les produits sont chers pour soulager la douleur. Et tu n'as même pas le produit pour calmer la douleur. Moi, je ne pense pas que même les autres conseils qui vont venir psychologiques, si tu auras vraiment le temps pour vraiment prendre tout ceci en main. Donc, c'est ce que je voulais ajouter à ce que docteur Cissé avait dit sur les difficultés. En tout cas, c'est une difficulté d'approvisionnement, en tout cas que beaucoup de pays en développement sont confrontés pour les intrants pour la gestion du cancer, en tout cas et des douleurs et même pour la gestion du cancer. Bon, merci beaucoup. C'était ce que je voulais ajouter. Ma question, c'est l'approche. Quelle approche particulière faudrait-il lorsque cette idée erronée est sur le point de prendre le dessus sur le dessus et sur l'idée de prendre le médicament. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Je pense qu'on peut dire qu'on a les mêmes problèmes parfois avec ce que vous avez dit par rapport à la disponibilité de certains médicaments. Je pense qu'il y a des politiques, qui sont mises en place. Par exemple, là, Binta peut m'aider un peu parce que comme on l'a fait à Thiès, l'idéal, c'est de parler aux gens. Il y a eu une formation, par exemple, à Thiès, il a fallu parler aux religieux. Il a fallu parler aux acteurs culturels pour faire disparaître ces mythes. On s'est rendu compte au début de la formation, par exemple, qu'ils avaient tous ce mythe par rapport à la morphine, par rapport aux soins palliatifs. Maintenant, le fait de leur parler, parce qu'ils ont un grand impact sur la population, mais aussi de parler aux politiques, parce que l'accessibilité, c'est la politique de l'État. C'est eux qui donnent ce droit, ce droit de faire entrer la morphine. Ce droit, donc, on doit faire un plaidoyer au niveau de l'État. Par exemple, ici au Sénégal, il y a l'association qui est très active, il y a le docteur Sophie Koulbari et autres, qui sont en train de faire des plaidoiries. Au niveau de l'Assemblée nationale, par exemple, on a un membre assez actif là-bas, Diallo Bachili. Tout cela participe à des plaidoyers pour inciter l'État à beaucoup plus se focaliser sur les soins palliatifs. Et se focaliser sur les soins palliatifs, c'est prendre en charge d'abord la douleur physique. Et prendre la douleur physique, c'est parler surtout des morphiniques, comme des morphiniques. Ici, par exemple, on a le même problème que vous. La plupart du temps, quand on a de grandes douleurs, on se réfère soit au tramadol, et à un moment donné, vous le savez plus que moi, ça ne marche plus. Donc, le plaidoyer se fait dans différents secteurs. C'est l'État, ce sont les acteurs religieux, ce sont les acteurs culturels, parfois même les mouvements de jeunes, on leur parle et ça permet un peu aux gens, ils vont ensuite, Binta l'a dit tout à l'heure, le projet ECHO, vous acquérez les connaissances et vous allez en parler au niveau de vos cliniques ou bien au niveau de votre société. C'est comme ça qu'on fait partout. On parle aux acteurs culturels et eux, ils vont faire passer le message, ils vont faire comprendre aux autres et changer un peu certains mythes. Je pense que vous avez parlé aussi de l'approche holistique, des idées erronées. C'est comme ça qu'on a réussi à parler. C'est dans la communication, à faire de sensibiliser les gens. Parce que, par exemple, au niveau de la SOBA, il y a des gens qui sont juste là pour sensibiliser les populations, sensibiliser parfois même les acteurs de santé, parce que eux aussi, ce n'est pas évident qu'ils comprennent la prise en comment donner les morphiniques ou bien les effets et autres des morphiniques. Parfois, on a les mêmes idées que la population. Donc, tout ça, ce sont des plaidoyers à faire et aussi des sensibilisations. D'accord. Merci beaucoup pour les réponses apportées. Oui, effectivement. Et l'approche, j'ai bien noté qu'il faut, comme vous avez fait, on peut même se référer de votre expérience, qui est de discuter avec les religieux, les former pour nous aider vraiment à faire
Je pense que même dans cette formation, il y en a. Voilà. Et l'autre côté aussi, qui est le plaidoyer, franchement, dit votre pays est déjà en avance jusqu'à avoir des représentants au niveau de l'Assemblée. C'est vraiment une très belle idée qui m'inspire déjà beaucoup à tenter les voies et moyens si toutefois je peux faire apporter la voix où vraiment elle doit être apportée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Sam. Merci. Venez, je crois que c'est la prochaine. Venez, René. Tu as levé la main. Bonjour. Oui, je suis d'abord René Zanga. Je suis infirmier avec MSF en RCA. On ne s'est pas présenté. Au studio, nous sommes à 3 avec Dr Malachi. Merci à Dr Aminata pour sa présentation. Nous avons bien suivi la présentation et j'ai au moins ces 2 préoccupations à poser à Dr Aminata. Ma première préoccupation, ça concerne, elle peut nous réexpliquer encore l'approche des soins palliatifs et les soins palliatifs de fin de vie. Comme ça pourra, il faut qu'on serve les 2 contextes, l'approche des soins palliatifs et les soins palliatifs de fin de vie. Et nous sommes ici dans un contexte où les gens n'ont pas reconnu trop les soins palliatifs et la mise en place des soins palliatifs rapidement, ça pose un peu de soucis. Voilà. Et nous sommes dit, qu'est-ce qu'on va faire pour que cela soit efficace dans notre structure? C'est les 2 questions que je voudrais vous poser. Merci. Merci beaucoup. C'est un plaisir d'être avec vous tous. En fait, je vais commencer un peu par la deuxième question. Par exemple, à votre niveau, vous avez dit que vous êtes un infirmier et il y a d'autres médecins avec vous. Et vous, là, vous êtes là, vous faites déjà la formation. Oui, ok. Je suis Donc, Dr Malachi, le responsable de la culture. Voilà, je me dis que c'est déjà un grand pas. Oui, vous êtes concerné et vous commencez déjà à votre niveau. En fait, là, ce que je vous dis, c'est par rapport à une expérience qu'on a vécue à Grand Yoff. Après une séance de formation, ils se sont retrouvés entre formés. Et ils ont commencé à former leurs autres collègues, à les inciter par rapport aux soins palliatifs. À un moment donné, ils ont même trouvé un religieux, un imam, je pense, avec eux. Ils ont commencé à travailler par le bas. Parce que, par exemple, je ne sais pas si on a les mêmes réalités, mais parfois, pour atteindre les politiques, il vaut mieux commencer par le bas. Quand ils reconnaîtront que c'est une nécessité, c'est là qu'ils vont se tourner vers vous. Et là, ils ont commencé, c'est l'expérience de CTO, c'est un hôpital, l'hôpital Ibrahim Pouy, ici au Sénégal, à Dakar. C'est comme ça qu'ils ont commencé. Ils étaient un groupe de 3, je pense, comme vous, qui étaient venus pour faire la formation. Et actuellement, ils se sont tellement bien organisés et qu'ils sont en avance par rapport à beaucoup qui ont commencé avant eux. Parce qu'on a dit tout à l'heure que c'est quelque chose de pluridisciplinaire, que ça se fait en équipe. Donc, vous allez trouver si vous avez votre kiné, vous allez trouver un kiné, vous allez trouver votre bénévole, vous allez trouver votre infirmier, votre pharmacien, votre médecin, il est déjà là. Donc, c'est comme ça qu'on a réussi et qu'on réussit la plupart du temps à former une équipe. Et ce n'est pas tout le temps que vous êtes ensemble. Vous pouvez avoir quelqu'un qui est dans votre hôpital, vous pouvez avoir votre urologue qui est dans l'autre partie du pays. L'essentiel, c'est qu'à chaque fois que vous avez un cas, vous avez le loisir de l'appeler. Par exemple, ici, actuellement, on ne va pas se quitter après la formation. On va former un groupe. On a déjà un groupe WhatsApp. Dans le groupe, si on vous a demandé de vous présenter, on peut savoir un tel est un cardiologue, un tel est un urologue, un tel est un cancérologue. Si vous avez un cas, vous pouvez venir le discuter là-bas.
Tout cela, ce sont des liens de partenariat que vous allez tisser, des liens qui vont vous permettre de prendre en charge en fait votre patient. Je pense que vous faites déjà les soins palliatifs parce que déjà vous êtes assez concerné par vos patients pour venir ici faire la formation. L'idéal maintenant, c'est de mettre juste un nom. Le fait de vous préoccuper de vos patients, de les écouter, tout cela, c'est un bon début et il faut y croire petit à petit. Et maintenant, ensuite, vous allez voir peut-être les politiques. La première question, vous avez parlé de soins palliatifs et de soins de fin de vie. Les soins palliatifs, on l'a dit, débutent dès le diagnostic de la maladie. Dès qu'on sait que cette maladie est potentiellement grave, incurable, c'est là, dès qu'on pose le diagnostic, on est déjà dans les soins palliatifs et on accompagne le malade. À un moment donné, les soins curatifs sont beaucoup plus importants, mais vous allez voir, plus vous progressez avec votre patient, les soins palliatifs vont venir prendre de l'ampleur. Vous avez vu que ce sont des soins plus sur la qualité de vie. Là, il ne suffit plus de... Vous n'êtes pas là pour guérir, mais pour supporter, peut-être, et prendre en charge certains symptômes que votre patient va présenter. Par ailleurs, les soins de fin de vie, c'est comme son nom l'indique, c'est vers la fin de la vie. Ce patient-là, on peut dire que c'est à un stade terminal. Peut-être d'autres vont donner leur idée là-dessus, mais les soins de vie sont inclus dans les soins palliatifs. Et parfois, les soins de fin de vie, c'est dans le stade terminal peut-être que vous allez avoir des soins de fin de vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un est patient de soins palliatifs que c'est un patient de soins fin de vie. Vous pouvez avoir un patient de soins palliatifs qui vague à ses besoins, qui a des activités professionnelles et autres. Mais un patient de fin de vie ne peut pas tout le temps, pratiquement, c'est quelqu'un qui est alité, dont il va falloir s'occuper beaucoup, beaucoup plus. Est-ce que j'ai répondu à vos questions? Oui, c'est bien répondu. La dernière préoccupation, c'est, vous avez parlé de la prolongation inappropriée de la durée de maladie. Or, on avait vu que par rapport aux différentes pathologies, par exemple pour les cas de sclérose hépatique, les cardiopathies, voilà, bon, si on parle de prolongation inappropriée, c'est-à-dire que voilà, si par exemple on sait que un patient, voilà, il a une hépatite en décompensation où ça va prendre trop de temps, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette prolongation? Lorsqu'on parle de prolongation inappropriée. Je pense qu'on a dit que nous, on n'a pas cette faculté de prolonger ni d'écourter la vie. C'est l'idée qu'on se fait des soins palliatifs. On ne s'octroie pas ce droit de prolonger ni d'écourter la vie. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aider ces personnes sur la qualité de la vie. Même s'il faut mourir dignement. Mais on ne va pas, par exemple, vous n'allez pas voir quelqu'un qui est en phase terminale d'un cancer, vous lui dites, par exemple, de faire certaines analyses, par exemple, il a des anémies, vous faites des transfusions à tout temps, tout ça. Non, non, vous le fatiguez, en fait. Parce que parmi les cours qu'on va faire, il y a un moment donné, il va falloir lâcher prise. Parce que moi, personnellement, c'est un problème que j'ai tout le temps, lâcher prise. On me dit souvent que j'ai l'habitude de m'acharner sur les patients, mais à un moment donné, on les fatigue. Vous allez voir qu'à un certain moment, même transfuser ou bien réhydrater un patient, c'est le fatiguer. Vous ne pouvez pas faire grand-chose, savoir aussi vous écarter, ne pas trop insister parce que parfois vous les fatiguez même. Je pense qu'il y a un des cours vers la fin, vous allez voir ça et ce sera plus détaillé, plus explicite. Merci. Merci. Je pense qu'on a tous le même problème, les médecins. Vous avez du mal à lâcher prise. Merci beaucoup. Merci, c'est un plaisir. Merci pour la bonne question.
Et maintenant, c'est Derek avec la main. Vas-y. Merci beaucoup pour la parole. Je me prénomme Derek Tombola, je suis médecin généraliste et membre de l'ONG PHC. En fait, j'ai bien suivi Dr Aminat. D'abord, merci pour la présentation. Vous aviez dit que le soin curatif doivent normalement débuter en même temps que le soin palliatif. Et ma préoccupation est celle de savoir la prise en charge de soins palliatifs se fait par la famille, c'est-à-dire la famille va débourser de l'argent pour obtenir le soin palliatif, ou bien ce sont les structures et centres de santé qui obtiennent une subvention et offrir ces soins palliatifs de manière gratuite. Voilà ma préoccupation. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Derek. En fait, nous avons dit que le début des soins les soins palliatifs débutent dès l'instant que un diagnostic est posé. Par exemple, vous savez que cette maladie, elle est grave, elle est incurable. Donc, dès l'instant que vous posez ce diagnostic, vous débutez les soins palliatifs. Ils débutent en même temps que les soins curatifs, mais plus vous avancez, vous allez vous rendre compte, les soins palliatifs prennent de l'ampleur sur les soins curatifs. Maintenant, est-ce que c'est la famille qui doit prendre en charge? Est-ce que c'est l'hôpital qui prend en charge? L'idéal, ce sont des soins de continuité. Par exemple, sur ce qui a été fait ici, dans différents hôpitaux, c'est le cancérologue, par exemple. Prenons un exemple. Si à un moment donné, il sait que ce patient relève du domaine des soins palliatifs, c'est pas comme une structure où on vous dit va voir les soins palliatifs. Non, on va maintenant parler à la famille. Parler à des personnes qui peuvent soulager, par exemple, le patient. Ce n'est pas des dépenses supplémentaires. Je ne pense pas que ce soit des dépenses supplémentaires. Et comme dans les traitements curatifs, c'est parfois, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est plutôt la famille qui prend en charge les soins même curatifs de leur patient ou bien le patient lui-même. Donc, c'est juste une continuité. Et dans les soins palliatifs, il faudra veiller aussi on a dit tout à l'heure, quand il a fallu parler de l'approche holistique, il faudra aussi voir l'aspect social de la personne. Vous ne pouvez pas demander certaines choses à quelqu'un qui est dans les soins palliatifs. Vous allez réduire peut-être certaines dépenses. Vous n'allez pas demander des scanners supplémentaires, des analyses s'il n'y a pas lieu de les faire. Tout cela, ça fait dépenser à la famille, ça les appauvrit. Ou bien même, vous allez appauvrir, par exemple, les parents de vos patients. Alors que vous savez qu'il n'y a pas grand impact sur le traitement, sur votre patient lui-même. Donc, c'est toujours comme, je ne sais pas chez vous, mais ici, c'est toujours la famille qui prend aussi bien les soins curatifs, mais qui vont continuer aussi par rapport aux soins palliatifs. Et si c'est bien fait, il y aura peut-être moins de dépenses que au début de la maladie. Je ne sais pas si j'ai bien répondu ou bien s'il y a quelqu'un d'autre aussi qui a des idées là-dessus, mais c'est par rapport à notre expérience personnelle. Merci beaucoup, Dr Aminat. Merci beaucoup. Monsieur Derek, est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, vous avez répondu. En fait, même ici, chez nous, c'est toujours la famille qui s'occupe de soins curatifs. Donc, je comprends directement que c'est la famille qui va s'occuper de ça, donc de manière continue. Sauf qu'il faut peut-être réduire les dépenses et tout pour éviter à la famille de trop dépenser. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Catherine? Oui. Est-ce que je peux poser une question, moi? Oui, vas-y. Voilà. Moi, je voudrais m'adresser à ceux qui sont dans les situations de crise, ceux qui sont dans MSF et autres. Maintenant, comment vous agissez quelles sont vos réalités de tous les jours? Comment est-ce que vous faites face à ces souffrances, face à physiques, psychologiques, sociales, économiques?
comment est-ce que vous réagissez? Parce qu'on dit souvent, quelle que soit l'ampleur de nos connaissances, on ne peut pas en connaître plus que celui qui a vécu. Donc, vous qui le vivez réellement, comment est-ce que vous faites? Merci beaucoup. Je vais intervenir un peu parce que nous avons seulement quelques minutes pour aujourd'hui et je pense que cette question peut être une grande discussion et peut-être nous n'avons pas beaucoup de temps pour ça aujourd'hui. Donc, on se retrouve dans le WhatsApp. Ah oui, nous pouvons continuer avec le WhatsApp, cette discussion, c'est très bien, c'est une bonne idée. Bon, c'était la première session. Nous avons le temps pour avoir l'échange dans la prochaine semaine de cette cours. La prochaine session, c'est le 8 mai. C'est dans 2 semaines. C'est le même heure d'aujourd'hui, au même temps. Je veux dire un merci à tous pour votre participation aujourd'hui, votre bonne participation et les bonnes questions aussi. C'est vraiment important pour les discussions, c'est une bonne discussion. Et je veux dire un grand merci aussi à Dr. Aminata et à Benetta pour la présentation, la très bonne présentation aujourd'hui. C'était très bien. Bon. Merci encore à tous et à la prochaine 2 semaines. Nous pouvons continuer la conversation sur le WhatsApp. Si vous avez les questions pour le cours ou le connection ou l'autre question, n'hésitez pas à poser les questions dans le WhatsApp, le groupe chat. Super. Merci encore. Merci à tous. Merci Catherine, merci beaucoup pour en tout cas tous ces partages qui nous ont aidés à gagner du temps quand Dr. Aminata avait des difficultés. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup et à la prochaine. À la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci, Dr. Aminata. Elle est... Merci, merci Binta, merci à tout le monde. Merci, ça fait un plaisir. Plaisir partagé. Finalement, apa sih informasi ini? C'est quoi les soins palliatifs, soins d'accompagnement?